Il y a un sujet qui me passionne profondément depuis un long moment. J'ai déjà 2 vidéos traitant de manière individuelle de composants du sujet, mais j'ai jamais parlé du sujet dans sa globalité comme je m'apprête à faire. Si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous aurez compris à quel point j'adore les esthétiques visuelles et particulièrement les esthétiques d'internet. Je vous renvoie à mes 2 vidéos, l'une sur la Dreamcore, l'autre sur la Weirdcore, 2 identités graphiques qui ont une signification bien précise, en plus d'être accompagnées de leur lot d'œuvres, de musique et surtout de caractéristiques visuelles. Et c'est exactement de ça dont il est question aujourd'hui. On va ensemble disséquer tout un tas d'esthétiques d'internet sous le format d'un iceberg. Pour rappel, c'est un mème et l'idée c'est que l'image entière donc de l'iceberg représente toutes les connaissances sur un sujet. À partir de là, les parties de l'iceberg sont organisées en niveaux pour classer les connaissances. Une catégorisation courante consiste à organiser les informations de haut en bas, de ce que la plupart des gens savent à des informations de plus en plus obscures et cachées. En l'occurrence, même si dans l'avant-dernière tiers et dans le dernier tiers, il y a respectivement une esthétique relativement connue, ça n'enlève pas pour autant leur obscurité, leur effrayant et leur brutalité. Je tiens donc après cette définition purement objective à y ramener ma part de subjectivité. En fait, j'ai davantage classé les esthétiques par leur horreur ou leur brutalité, c'est-à-dire que même dans les 2 premiers tiers, on aura des esthétiques très peu connues, parce que oui, du coup, j'ai entièrement créé l'iceberg. Après, c'est globalement une donnée assez corrélée, que plus une esthétique est étrange et effrayante, plus elle est méconnue. Parfois, vous aurez un gameplay de Humanity en fond, simplement parce que je pourrais pas trop illustrer de ce dont je parle. Vous comprenez sûrement pourquoi. Maintenant, je tiens à faire un avertissement, parce que si les 2 premiers niveaux sont assez tranquilles, on plonge dès le 3e niveau déjà dans des esthétiques traitant de sujets assez graves. Parce que si ce n'est pour l'identité graphique, j'ai aussi ajouté à l'équation la signification d'une esthétique donnée. Et je tiens vraiment à pousser cet avertissement. Je mettrai ce symbole en bas à droite de l'écran si l'esthétique traite de sujets trop sensibles. Et je vous assure qu'il y en aura un tas. Aussi, toute dernière information, le but c'est pas de disséquer chaque esthétique dans ses moindres détails. Le format est davantage adapté à des résumés d'informations, même s'il y a des sujets dont je traiterai plus en profondeur que d'autres, particulièrement dans les 3 derniers tiers. Et évidemment, je ne suis en aucun cas un expert. Je suis un pur amateur, donc n'hésitez absolument pas à me corriger en commentaire si je viens à mal adresser un sujet. Même si pour les derniers tiers, j'essaierai vraiment de creuser au maximum les sujets. Maintenant, il est temps de débuter par ce premier niveau, qui va vous faire sourire, j'en doute pas, avant d'assez bientôt le perdre. Le Fruitiger Aéro ou Fruitiger Aéro, je sais pas trop comment le dire, c'est une esthétique super connue et absolument adorée par tout un tas de gens. Et c'est parfaitement compréhensible parce qu'elle est ancrée dans des souvenirs super nostalgiques. Que ce soit par des ordinateurs qui utilisaient ce format, composé de couleurs très vives, souvent bleues, orange, violettes ou même de simples transparents, ou que ce soit encore par un tas de produits comme des jouets qui utilisaient activement les caractéristiques qui définissent le genre. En soi, ça a apparu dans les années 2000 avec la commercialisation de certains modèles d'ordinateurs Mac, mais le terme n'a reçu cette étiquette de Fruitiger Aéro qu'en 2017, après qu'une utilisatrice dénommée Sophie Lee ne lui colle ce nom. Le truc c'est que cette esthétique en regroupe une infinité d'autres. On peut parler de Helvetica Aqua Aero qui utilise souvent des associations avec la mer, les poissons et l'eau en général. On peut aussi parler de Fruitiger Eco qui est esthétiquement mon style préféré, se servant généralement d'imagerie relative aux énergies renouvelables, des architectures particulièrement futuristes et cette volonté de vivre, malgré la futurisation croissante, en harmonie avec la nature. Bref, une superbe esthétique qui ravive de lointains souvenirs tout en étant particulièrement agréable à observer. Si pour moi le Fruitiger c'est vaguement nostalgique puisque j'ai pas forcément grandi autour de ce genre d'éléments, le 2010s Internet c'est radicalement différent. C'est sans doute pour moi, l'esthétique la plus nostalgique, c'est de nouveau un genre qui en regroupe un tas d'autres, mais en gros, comme le titre l'indique, ça regroupe tous les éléments qui se baladaient de 2007 à 2015 massivement sur internet, mais aussi plus vastement des différents designs de l'époque, comme l'ancien moteur de recherche de Google ou comme l'ancien YouTube. Ça regroupe donc évidemment aussi les mêmes, des images de mauvaise qualité, de couleurs globalement bien plus vives et ternies, puisque c'était seulement le stade avancé des balbutiements d'internet. C'était une époque, du moins dans les années 2010, où j'ai été confronté à l'ancien YouTube, l'ancien Google, ou même une variété de mèmes qui aujourd'hui sont profondément enfouis dans nos mémoires. Cette époque-là, c'est littéralement la fondation d'Internet, et cette esthétique, en regroupant tous les composants en son sein, représente avec brio tout ce qu'Internet était quand elle était au fur et à mesure moins marginalisée.
Takashi Murakami, c'est un artiste plasticien né en février 1962 à Tokyo et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, sans jamais avoir entendu parler de son nom, sont malgré tout au moins familiers avec l'une de ses nombreuses œuvres. Car en effet, dans le milieu du rap par exemple, Takashi Murakami c'est une véritable référence, simplement déjà pour la création de son esthétique, la super flat pop, une esthétique rayonnante de couleurs avec une récurrence de fleurs dépeintes comme très épurées et mangatesques, mais surtout, vous le connaissez sûrement pour cette pochette qu'il a réalisé. Oui, Kanye West, en plus d'être un artiste d'exception, est un énorme fan de Takashi Murakami, et ce dernier lui réalisera la pochette de son album Graduation, sans aucun doute parmi le top 3 de ses albums les plus populaires. Mais il a aussi désigné toute l'imagerie visuelle du projet Kids See Ghost, qui est de 1 visuellement sublime, et qui de 2 est un projet musical génial. Je suis pas trop rap, et pourtant je vous le recommande vraiment, c'est excellent. La super flat pop, c'est contemporain, c'est d'une fraîcheur, et c'est propagateur d'une joie instantanée, de par ses divers motifs et ses couleurs d'une vibrance inégalée. Je vous recommande vraiment d'aller voir les œuvres de Murakami. C'est pas le beau traditionnel, c'est juste une nouveauté dans le paysage artistique, super apaisante. Je pense que vous avez potentiellement déjà entendu parler de la future funk si à un moment dans votre vie vous vous êtes penché sur le mouvement qu'est la vaporwave, parce que c'est plus ou moins son opposé. Ainsi, j'ai décidé d'aborder 2 sujets en un, tout en les juxtaposant constamment, c'est une structure que j'apprécie bien. Je tiens juste à préciser que je traiterai un jour de la vaporwave dans une vidéo qui lui sera entièrement dédiée. En tout cas, si je dis que la future funk et la vaporwave c'est 2 opposés, je dis pas ça pour rien. En effet, les 2 se basent sur un même pilier, sampler des musiques très commerciales et pop des années 70 à 90. En revanche, tout le sentiment et toute l'expression est radicalement opposée. Je m'explique. Si la vaporwave utilise des samples de la même époque, elle ne cherche pas à glorifier cette époque, ni à lui donner un regain de vitalité à travers ses esthétiques et sa sonorité. Non, la vaporwave se moque profondément de la société ultra-capitaliste des années 70 à 90. C'est pas pour rien qu'elle en reprend constamment des pubs privilégiant particulièrement les pubs de grosses entreprises de l'époque comme Pepsi, qui est sans doute la marque la plus moquée. Ça s'entend même dans la musique et dans les visuels qui, au lieu d'être accélérés et revivifiés par des ajouts de couleurs brillantes et de pastels en tout genre, sont plutôt ralentis et décrépits. C'est tout le contraire de la future funk, qui n'est pas une critique de cette même société, mais plutôt une glorification de celle-ci. Les différences dans les visuels se situent premièrement dans l'usage d'animés des années 80 comme la série des Macross, qui revêt généralement des couleurs très vives et joyeuses, et cette utilisation me rappelle surtout une espèce de surproduction de la société japonaise de l'époque quand il s'agissait des animes, voyant ces derniers comme un tout nouveau phénomène et un moyen d'envahir paisiblement l'Occident où le capitalisme est à son paroxysme. De plus, les visuels et les sonorités ne sont pas ralentis, tout au contraire, elles sont accélérées, donnant justement ce sentiment de fraîcheur et de volonté de retrouver une société similaire. La synthwave, c'est intimement lié aux 2 esthétiques citées précédemment, et c'est une esthétique que vous avez absolument tous déjà fréquentée, volontairement ou non. La synthwave, ça reprend beaucoup de codes des années 80, avec des couchers de soleil généralement violets, orange et bleutés, et surtout beaucoup de néon. Mais je trouve que la synthwave, c'est la signification que je préfère parmi les 3. J'y vois personnellement un retour en arrière futuriste. Ce que j'entends par là, c'est que j'ai l'impression que la création de la synthwave serait la manière dont le passé verrait le futur. Ici, le paradoxe étant que nous essayons d'imposer une vision actuelle à un passé sur lequel nous n'avons plus de contrôle. Pour autant, c'est à mi-chemin entre une glorification du passé et du futur. Je tends tout de même à penser que c'est davantage à connotation négative. J'ai l'impression qu'on passe par la synthwave pour entreapercevoir un futur que nous aurions aimé avoir, ou que les générations futures auraient aimé avoir. Le terme skeuomorphisme, je sais absolument pas comment le prononcer, est une addition de 2 termes grecs, le premier étant skuos, désignant un conteneur ou un ustensile, et le deuxième morphé, signifiant forme. En fait, le skeuomorphisme, c'est une esthétique que j'adore, et que certainement presque tout le monde connaît. C'est en effet l'une des plus anciennes, étant apparue déjà dans les années 80, avec les débuts de la digitalisation dans le secteur des usines, pour faciliter la compréhension de l'utilisation de ces nouveautés technologiques pour la plupart des ouvriers. Pleinement et simplement, le skeuomorphisme, ça représente toute icône digitale ayant comme particularité l'imitation au détail le plus infime d'objets prenant forme dans notre réalité sensible. Tout le monde connaît cette esthétique, surtout grâce à Apple et à ses anciennes icônes qui tentaient de recréer le plus fidèlement possible à travers leurs applications des objets digitaux que nous utilisons au quotidien. Ça contraste complètement, visuellement du moins, au flat design qui essaye d'épurer au maximum ces mêmes icônes, pensant que cette minimisation ramènerait à moins de complications, disons. C'est une esthétique que j'adore, elle est pour moi parmi les plus nostalgiques que je connaisse, et qu'est-ce que j'aimerais que les icônes reviennent à ce stade soi-disant primitif.
L'automate, c'est un peu les YouTube poop de notre YouTube à nous occidentaux, mais pour les japonais qui nous prédatent dans le shitpost. Faut voir ça comme les conséquences d'un accès non restreint sur internet à des gosses qui a eu un impact étonnamment positif. Parce que tout le but de l'automate, c'est de réutiliser d'anciens médias des années 80 et de les remettre au goût du jour avec certains traitements d'image, afin de créer des vidéos drôles, créatives, peu importe. Le but ici, c'est surtout avec un esprit particulièrement positif de retrouver une connexion avec ce qui, autrefois, composait la jeunesse des enfants japonais. Par conséquent, c'est un peu relié à l'esthétique de 2010's Internet dans son ressenti, mais son expression se fait différemment puisqu'elle est profondément active. J'adore l'idée de remettre d'anciens médias d'actualité, mais à travers une lentille profondément positive, au contraire de la Vaporwave par exemple qui utilise une lentille négative, se moquant de tout ce passé disparu. Alors là, c'est fortement relié au 2010's Internet, mais je me devais de le mettre. MLG ou Major League Gaming, c'est un regroupement de tout un tas de mèmes, et c'est littéralement ça l'esthétique. On connaît tous, du moins pour ceux qui jouaient à Call of Duty en 2013, tout un tas de vidéos mèmes utilisant ce montage MLG archi psychédélique par moment. Parfois, c'était un peu de trop, mais je pense sincèrement que c'était une période géniale de YouTube. Si aujourd'hui on utilise autant de mèmes partout et qu'il y a des vidéos entières dédiées à ça, je ne doute absolument pas de l'impact massif qu'a eu la MLG sur le paysage jeux vidéo ludique dans un premier temps, mais aussi sur internet dans sa globalité. Évidemment, aujourd'hui c'est dépassé, mais je prie secrètement pour un retour de ces montages MLG qui me replongerait définitivement de nouveau à l'époque de Black Ops 2. On en a fini pour ce premier tiers. Globalement, j'ai essayé de vous présenter des trucs pas trop connus non plus, mais l'objectif c'était surtout de raviver un tas de souvenirs et de vous remplir de joie avec tous ces visuels qui, de près ou de loin, ont toujours un rapport avec de la nostalgie. Il y a aussi l'utilisation souvent de couleurs très vives et globalement des motifs très pop. Mais maintenant, on peut tomber sur des sujets qui certes ne sont pas dérangeants, mais doucement, on commence à se rapprocher du tiers 3, qui lui aura traversé la première couche de l'horreur qui vous attend. Passons dès à présent au deuxième tiers. Là, il y a clairement l'une de mes esthétiques préférées, la cartoon core. Le nom le dit assez explicitement, mais la cartoon core, ça regroupe l'ensemble des visuels issus des productions occidentales de dessins animés, en opposition à l'anime core dont je ne traiterai pas dans cet iceberg, parce que moins intéressant je trouve. C'est assez compliqué de bien développer cette esthétique tant elle est vaste et que ce qui la compose a des directions artistiques parfois diamétralement différentes. Cependant, si elle ne se trouve pas dans le premier tiers, c'est pour une raison bien simple et vous vous en doutez peut-être. Mais il y avait clairement des cartoons étranges, mais avec des visuels étranges. On pensera à des trucs comme Angela Anaconda, évidemment, mais aussi des trucs moins connus comme Mission Hill, qui honnêtement a une direction artistique un peu particulière, que comme des trucs avec les nombreuses déformations corporelles au sein de Bob l'éponge, ou même à des cartoons qui se veulent volontairement assez effrayants comme Courage le chien froussard, étant par ailleurs mon dessin animé préféré, et le meilleur de très loin. Sans oublier certains épisodes de cartoons qui parfois abordent des sujets sombres, à l'image de Tom et Jerry, sur lequel j'avais d'ailleurs fait une vidéo. C'est l'une de mes toutes premières et je vous recommande vraiment pas d'aller la voir. Même si les cartoons se veulent généralement tout public, leur étendue étant tellement vaste, le risque d'anomalie et de dérive est automatiquement assez inévitable. Alors, la political wave, j'en avais jamais entendu parler, mais je trouve ça absolument génial comme concept, purement visuel. Ça emprunte des codes fondamentalement propres à la vaporwave et à la synthwave, en faisant un mix et en créant des espèces d'œuvres artistiques politiques représentant la majorité du temps des leaders politiques extrêmement connus. Si cette esthétique se trouve dans ce deuxième tiers, c'est évidemment pour son espèce de glorification de régimes parfois totalitaires ou autoritaires pour le moins, les dépictant comme une idylle, et sa volonté de radicalisation politique sans oublier sa propagande assez visible. Ça flirte avec de l'endoctrinement, mais le truc c'est que je trouve les visuels et le concept amusant. Évidemment, il faudrait lui ôter ce côté très premier degré qui a en soi une véritable volonté de radicaliser. Mais si on la consomme avec un recul et de l'amusement, je trouve ça vraiment cool. Alors, le webcore en soi, c'est le genre duquel découle la 2010's Internet par exemple, mais vous me demanderez alors évidemment pourquoi cette différence. Bah en soi, même si la webcore regroupe tout un tas d'esthétiques d'internet, elle a un penchant qui est, je trouve, un peu triste, mais super compréhensible. La webcore s'attend à cette partie d'internet surtout entre les années 90 et les années 2010, mais avant tout, aspect bien propre à l'internet de ce temps-là. Ça tend à l'individualisation de l'internet marginalisé à une époque où nous n'étions pas interconnectés, à une époque où Internet semblait être un lieu de recueil et de solitude, comme plonger avec des milliers de personnes dans un vaste océan, tout en sachant que ces gens-là
on ne les apercevra jamais vraiment. Ça utilise des codes assez spécifiques à cette époque-là, avec des formats d'images qui aujourd'hui ne sont plus trop populaires comme les GIFs, tout en se penchant davantage sur des couleurs bleues et grises, rappelant ces temps où les couleurs étaient relativement en absence sur nos médias digitaux. Ah et aussi, j'ai pas précisé, je le précise maintenant, donc pendant le montage, mais la connotation solitaire est renforcée par tout un tas de médias. C'est pour ça que j'ai mis des images de Serial Experiment Lane, un anime atypique à tel point qu'un peu effrayant par moments, qui a des visuels vieillots et qui traite de sujets assez sombres. Mais on peut ajouter à ça des vidéos YouTube comme la série Petscop, ou même encore des jeux vidéo comme Silent Hill 2. Bref, reprenons avec la vidéo. C'est une époque que j'ai pas forcément connue, et pourtant je ressens de la nostalgie envers cette dernière. L'idée d'un internet moins utilisé, plus individualisé et moins connecté, c'est un internet qui paraît me plaire bien plus que ce qu'est internet aujourd'hui. Globalement, un lieu pas trop appréciable et avec une mobilité quasi infinie. J'ai un rapport très particulier à cette esthétique. Globalement, j'aime beaucoup l'esthétique à travers mon écran, mais j'aimerais beaucoup moins m'y retrouver en toute honnêteté. La visual pollution, ça traite de lieux bien spécifiques, en mettant en avant les énormes villes avec d'énormes allées remplies de magasins, de publicités et de néons en tout genre. C'est l'hégémonie de l'urbanisme et de la consommation. Pour autant, j'apprécie bien ces visuels. Ces rues, je les trouve en soi magnifiques et j'adore leur organité, découlant de tout ce trafic. Mais de nouveau, j'aime juste voir. Je pense que la critique est assez explicite et pas trop fine à comprendre. Ça rejoint un peu la Vaporwave sur toute cette idée de critique de nos sociétés de consommation, particulièrement exacerbée dans les grandes villes. On pensera tout de suite à Tokyo ou à New York qui encapsule point par point tout ce dont est sujet concernant cette esthétique et toutes les critiques qu'elle adresse. J'ai pas passé trop de temps sur la Dreamcore, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui y est dédiée. Je l'aime pas trop, mais si vous voulez une dissection plus juste de ce qu'est la Dreamcore et une analyse assez complète, disons, je vous recommande ma vidéo. En tout cas, la Dreamcore, c'est l'image de ce qui se produit dans nos rêves. Une image qui nous hante par sa perfection, son semblant d'absence de responsabilité et sa visible bergerie qui est en réalité une échappatoire d'un quotidien qui ne plaît plus. Dans nos rêves, la quasi-totalité des lois régissant notre monde sont brisées. La liberté y est totale puisque ce n'est qu'imagination. En revanche, et ce à de nombreuses reprises, des créatures nous guettent, nous rappelant constamment que ce que nous expérimentons n'est que momentané et que bientôt déjà, quand le réveil sonnera, tout recommencera. L'Utopian Scholastic, c'est un truc super spécifique que je trouve trop cool et qui a totalement disparu depuis que le design et le graphisme sur internet s'est amélioré de façon fulgurante. Mais à une époque, c'était la référence, ce genre d'image. C'était surtout utilisé sur des sites de nature scolaire, que ce soit des sites éducatifs pour des enfants ou des encyclopédies digitales. Les designs représentant tout ce pan d'internet étaient généralement de nature surréaliste et abstraite, et c'est pour ça que c'est au deuxième tiers. C'est vraiment dépassé comme esthétique et retrouver un site utilisant ces designs et ces couleurs, ce serait faire un énorme bond dans le temps. Mais surtout, ce qui m'a fait le placer aussi bas pour ce que c'est que parfois les designs sont peut-être un peu trop abstraits et étranges, surtout quand, de base, c'est aussi utilisé pour des sites accessibles aux enfants. C'est comme je l'ai dit, super spécifique, mais pour autant, c'est une esthétique qui représente tout un pan de l'ancienne génération de l'internet. On passe de nouveau à l'une de mes esthétiques préférées, et je doute absolument pas du fait que beaucoup vont adorer celle-ci. La 7D, c'est une référence directe à la 7ème génération de jeux vidéo, avec le représentant, je trouve, le plus fidèle de cette génération et de cette esthétique, GTA 4. Bien que ce soit Gears of War qui a établi ce style graphique, de ce que j'ai vu, c'est GTA 4 qui l'exprime dans sa plus haute complexité. La particularité de cette génération de jeux se joue dans leur volonté de repousser les limites graphiques de l'époque et d'établir une nouvelle norme. Ces jeux possèdent souvent un espèce de filtre brun permettant une meilleure propagation de l'ombrage au sein des jeux, avec notamment une forte utilisation de bloom, en gros un espèce de flou lumineux. Tout ça, ça amène avec le contenu des jeux de l'époque à un univers s'apparentant presque à un environnement post-apocalyptique, ayant beaucoup d'effets aussi de poussière. Et la partie que je préfère, les couleurs étaient diffusées sur l'image grâce à un espèce d'effet de grain, qui crée une transition au sein des couleurs vachement propres, et même si aujourd'hui ça nous semble rétro, pour l'époque, c'était superbement nouveau. On enchaîne ici avec une nouvelle esthétique que j'adore, le rétrofuturisme, une espèce de critique glorifiante reconnaissant parfaitement le progrès, mais aussi le danger des nouvelles technologies. Ça a apparu dans les années 50 et ça représente vraiment une confrontation entre les mentalités de l'époque et le progrès qui vient charger de plein fouet ces mentalités. C'est en somme une combinaison d'un tas d'interrogations concernant ce qui nous attend dans le futur, un regroupement de peur, mais aussi d'excitement. Jusqu'où pourrait-on aller sans s'aliéner totalement en tant qu'individu humain dans le seul but de ressembler à une future technologie? Jusqu'où pourra-t-on aller sans se demander si nous ne sommes pas déjà condamnés? Ce que j'adore, c'est de voir la manière dont voyaient les gens par le passé, un futur dans lequel nous vivons plus ou moins à présent. C'est absolument passionnant de voir qu'encore aujourd'hui, on a une mémoire collective, partageant ces mêmes idées d'un futur incertain.
Alors, la Digital Oddity, se traduisant par étrangeté digitale, incarne à la perfection ce terme, parce que sans pour autant être effrayante, c'est fou comme ces images sont psychédéliques et bordéliques, c'est une pure acceptation du chaos. C'est devenu populaire grâce à des sites comme Bored.com dans les débuts des années 2000, et ça représente un sentiment génial. Simplement, la Digital Oddity, c'est ce qui se passe quand on unit le chaos d'internet et notre ennui à un univers digital. C'est cette espèce d'idée de gribouiller un truc quand on s'ennuie, de créer du chaos parce que c'est ce dernier qui nous permettrait de sortir de notre ennui. Si on prend en compte la date de ses origines, on peut vite comprendre qu'à l'époque, internet ça pouvait devenir rapidement assez vide et ennuyant, mais n'ayant rien d'autre à faire, on en viendrait à assembler un tas d'éléments qu'on espérerait nous sortir de ce moment mort. En 1972 est apparue pour la première fois de l'histoire une animation en 3D sur un écran. Cette dernière s'intitulant sobrement « Main animée d'ordinateur ». C'est là le début de la Silicon Dreams, vous l'aurez compris, elle se base sur les débuts de la 3D sur internet. Je ferai clairement une vidéo sur les cas les plus étranges de création en CGI au début de cette dernière parce qu'il y a vraiment des trucs bizarres. On pourrait se dire d'apparence que c'est peut-être pas méritant d'être dans le deuxième tiers, mais je trouve qu'il y a quelque chose de visiblement peu naturel avec cette esthétique et ces designs. Ça consiste généralement en deux opposés, soit des environnements, tout ce qu'il y a de plus basique, soit en quelque chose de tout ce qu'il y a de plus surréel. En revanche, les objets, eux, gardent une impression assez constante. Il s'agissait avant tout des débuts de la 3D, et maîtriser les bases, c'était l'objectif. On arrive au tier 3, et si vous vous souvenez bien, c'est à partir d'ici qu'on pénètre dans le dérangeant. Pour l'instant, je pense pas qu'il y ait eu besoin de mettre un avertissement, néanmoins on va tout de même traiter de sujets vaguement sensibles. En l'occurrence, les esthétiques du tier 3 ne sont pas tant dérangeantes par leur visuel, sauf pour certaines, mais elles le sont surtout par leur signification. Dans les prochains tiers, ce sera un mélange des deux, les visuels iront de pair avec l'horrible des diverses significations. En attendant, traitons de cette première entrée. Il n'y a à présent plus trop place pour le sourire. Je pense qu'on a tous vu passer ce genre d'extraits de vieux jeux vidéo japonais se nommant des visual novels qui honnêtement ont un certain charme, déjà par leur moteur graphique légèrement pixelisé, mais aussi par les thèmes abordés relatifs à des sujets matures dans une majorité des cas. Les japonais artistiquement et même dans l'expression de leur culture, ils sont vachement différents de nous, ainsi c'est pas forcément surprenant de trouver une récurrence par rapport à leurs apparitions dans le cadre de cet iceberg, leurs différences se faisant fortement ressentir. La Denpa donc ça use généralement beaucoup de visual novels, mais ça peut même s'étendre jusqu'à certains animes bien spécifiques comme Neon Genesis Evangelion, s'accordant aux couleurs ternes et aux thèmes et ce visible effet de nostalgie retranscrit par la pauvreté qualitative des visuels. Mais il y a autre chose, ce qui illustre la Denpa généralement sont certes des visual novels, mais des visual novels traitant de sujets assez sombres et ont souvent un attrait vers des extraits de textes démontrant de la folie ou des crises psychotiques. Mais ça va plus loin que ça. C'est simple, la Denpa c'est en termes d'esthétique ce qui se rapprocherait le plus de deux concepts. La déréalisation avec la Dreamcore, dont j'avais déjà traité avec ma vidéo donc sur ce même sujet, et la socialité. C'est le cas par conséquence de la critique entre guillemets qui est adressée par la Denpa. C'est explicable par le fait que de base cette esthétique était faite pour caractériser un certain archétype de la population japonaise, regroupant des individus à majorité japonaise très spécifiques. Des japonais atteints de maladies à l'image de la schizophrénie ou de la paranoïa, ou même moins extrêmes, des individus qui simplement sont plus isolés et ont un attrait vers les mangas extrêmes. Je parle pas un attrait vers les mangas extrêmes, donc on se comprenne bien, mais ils adorent les mangas, c'est ça que je veux dire. Ces derniers étant dans les années 90, et ce même au Japon, vu comme une sous-culture et presque une dissonance cognitive. C'est une esthétique discriminante en somme et possédant un symbolisme morose et terriblement terne, fait pour réconforter des personnes étant rejetées. Bien moins explicite et bien plus abstrait que toutes les futures entrées de cet iceberg, la Captcha Core n'en reste pour le moins pas une esthétique moins dérangeante que les autres. On a déjà absolument tous utilisé, par conséquent, vu de la Captcha Core sans pour autant avoir conscience que c'était toute une esthétique. Les Captcha, c'est ces espèces de tests de sécurité présents sur un nombre illimité de sites. Ils sont super reconnaissables, avec des caractéristiques bien propres et se distinguent ainsi pas mal de tout le reste de cette future liste. Ils ont généralement ces écrits distordus et se présentent sous certaines formes géométriques comme des carrés ou des rectangles, ajouter à ça du noise sur toute l'image, ces espèces donc de grains, sans oublier de visibles distorsions présentes même dans les formes, tout ça dans un seul objectif, et c'est celui-ci qui le classe aussi bas. L'objectif, on le sait tous je pense, mais c'est pour éviter la pénétration de bots à l'intérieur de sites internet, les rendant volontairement complexes, je veux dire les captcha, pour empirer la situation des bots quand ils sont désireux d'extraire des informations du site ou même de s'inscrire simplement. Mais je veux dire, jusqu'où ira-t-on ? Quand est-ce que ces mêmes captcha ne protégeront plus l'accès au site et que l'humain, tant dans le digital que dans le monde réel, se confondra avec les machines ?
Il y a certains moments de la journée, pendant certaines périodes, où le ciel peut se peindre d'une couleur bleue très profonde. Ceci se produisant quand ce dernier se trouve à un certain seuil sous la ligne d'horizon, où la seule chose traversant cette ligne sont les ondes bleues émises par le soleil à cause d'un phénomène météorologique et physique appelé Chapuis absorption. C'est absolument sublime, et ça a le potentiel d'être ma situation météorologique favorite. Je sais pas si on dit ça comme ça, mais bref. La Blue Night, ça traite plus ou moins dans ses visuels d'une esthétique semblable, n'étant formée que par 3 couleurs majoritairement du bleu foncé et du noir, avec occasionnellement des légères touches de blanc. Ça c'est pour les grandes lignes, mais l'esthétique ne se cantonne pas à des objets spécifiques ou des dispositions particulières, c'est une étendue à perte de vue. Je pense cependant que si c'est aussi bas, c'est que j'ai une forte dualité vis-à-vis de la Blue Night, et c'est exactement ce qu'elle est censée procurer. Une dualité qui m'oppose constamment entre le réconfortant et le déprimant, et j'aimerais beaucoup avoir votre position envers cette dernière. Est-ce qu'elle vous attriste, vous réconforte? J'écoute par ailleurs Pastel Ghost au moment où j'écris ce texte, et ça colle terriblement. La cottagecore, ça a parmi les esthétiques une situation que je trouve bien singulière. En fait, l'esthétique n'a en soi et pour elle-même rien de grave et de dérangeant. C'est sa corruption et sa transformation au fil du temps qu'aura créé une connotation négative aux visuels et à leur signification. Salut, c'est le Diomède du montage. En vérité, je me rends compte que ce que je dis là, c'est assez exacerbé. Je suis pas vraiment convaincu de ce que je dis dans la mesure où, en soi, c'est des mouvements qui restent très minoritaires et qui sont, comme je l'ai dit, exacerbés. Donc, clairement, j'aurais peut-être pas dû la mettre aussi bas, voire ne pas la mettre du tout, même si je la trouve très sympathique. Considérez qu'elle est pas dans ce tiers en soi, ou qu'elle serait même dans un tiers inférieur, peut-être. Bref, reprenons la vidéo parce que ça arrivera quelques autres fois que je fasse des espèces de mini rectifications. Ah et aussi du coup je m'en excuse sincèrement parce que j'ai l'impression que j'ai pas bien fait mon travail et ça me fait un petit peu chier parce que c'est un peu censé être mon objectif. Je pense avec une rétrospective que j'aurais pu faire une bien meilleure vidéo mais malheureusement je suis un petit peu pris par le temps et globalement j'ai des petits coups de mou en faisant cette vidéo parce que le montage c'est pas ce qui me plaît le plus. Voilà, je raconte trop ma vie, on y retourne. Les visuels de la cottagecore sont reliés à un certain mode de vie très eurocentrique, et ce particulièrement dans les régions agricoles de pays anglophones à l'image de l'Angleterre ou des États-Unis. Donc c'est un peu l'idéalisation d'un mode de vie plus traditionnel et ancien, souvent relatif à l'époque victorienne par ailleurs. Cependant, si actuellement je trouve ça super cool et joli comme esthétique, au fur et à mesure elle a été associée à des courants extrémistes et suprémacistes. C'est un peu ça le problème. Or cette caractéristique méprisable, l'esthétique est super cool et franchement d'un point de vue extérieur, ça a l'air super comme mode de vie. Je me doute bien que le vivre tous les jours, ça doit être souvent un assez gros enfer, bien que je me doute donc du travail monstre que ça coûte. J'en ai déjà traité dans une vidéo à part aussi qui n'est, je trouve, pas super folle. Je vous recommande moyennement d'aller la voir, mais elle vous donnera une explication bien plus extensive. La weirdcore, c'est l'utilisation d'images de faible résolution provoquant des sentiments sur une plage super large d'émotions qui soit vous mettra mal à l'aise ou au contraire pourrait vous consoler. C'est une esthétique dichotomique qui souhaite vous faire ressentir des choses et faire face à tout un tas d'émotions qui sont super imprévisibles. C'est vraiment cool et unique. Cependant, ça traite parfois d'aspects dérangeants et l'imagerie l'est tout autant, que ce soit par des déformations visuelles, des textes parfois trop étrange et cryptique, ou sa classification dans un tiers inférieur à la Dreamcore par exemple. Et certes, même si j'en ai traité, c'est tellement une esthétique reliée fondamentalement à internet que je me devais, je trouve, de l'inclure dans les héberges. Alors, celle-ci aurait peut-être dû être un peu plus bas parce que ça traite de sujets politiques extrêmes, mais c'est pas tant sujet à de l'individualisme, disons, pour ça que j'ai mis ça ici. Ça vise des masses, on va dire, et c'est pas tant un affront à l'individu. Ça le rend donc un peu moins brutal. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Bref. La hatecore, ça use d'un code graphique relatif à, dans un premier temps, une combinaison de 3 couleurs brutes majoritaires. Le rouge, le noir et le blanc. Tout en alliant ça à des affiches ayant pour but de l'endoctrinement à des idéologies telles que le nazisme, à la croyance à une théorie des races, et même par moments à du satanisme. Bon, y a pas grand chose de pertinent à ajouter, c'est de la brutalité pour être de la brutalité, y a pas d'expression plus élevée que ça. Les controverses qu'elle suscite et ses sujets proprement violents, la classe aussi bas. Le Deep TikTok, c'est simplement une niche de TikTok qui utilise des codes certes larges mais en même temps spécifiques. C'est ni le TikTok ARG ni le TikTok paranormal, c'est ce qui s'apparenterait au côté dérangeant au sein de l'application. C'est lui qui utilise un tas de déformations audiovisuelles, qui crée presque des monstres à travers ce processus et qui pervertit d'anciens médias comme des dessins animés, souvent utilisant des extraits de vidéos issus de l'Elzagate, de dessins animés ou même de creepypasta. Deux choses à dire sur l'Elzagate, déjà on va en traiter encore dans cette vidéo, et deuxièmement, j'en ferai une vidéo à part entière un jour
toujours parce qu'il y a encore aujourd'hui un tas de trucs à dire sur le sujet. En tout cas, le Deep TikTok, il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter. C'est l'une des seules couches de l'application que je trouve originale et sympathique, bien que je n'utilise pas TikTok. Il m'est arrivé de tomber dessus et de trouver ça cool. Là de même ça vous dit à 100% un truc, on connaît tous, pour ceux qui ont grandi sur internet du moins, l'exécore tant elle est utilisée dans des phénomènes de l'époque comme Sonic.exe, qui avec du recul est nul à chier, mais à l'époque ça avait tout un engouement et une aura qui me faisait particulièrement flipper. Évidemment c'est une référence à toutes les histoires qui finissent en .exe que vous connaissez du coup, qui partagent toujours les mêmes caractéristiques avec du sang, des visuels très sombres et généralement une perversion des médias relatifs à l'enfance, et c'est pas l'esthétique la plus intéressante. En revanche, on ne peut oublier que quand on était gosse, je doute absolument pas des peurs que nous infligeait cette esthétique. Alors ça c'est aussi un peu une anomalie dans les entrées de cet iceberg, elle contraste beaucoup avec tout ce qui est trouvable, mais en gros ça parle d'une exagération abusive et romantisée de tout ce qui crée l'identité espagnole. Alors j'adore l'identité graphique de l'esthétique cependant, on ne peut nier que celle-ci tombe très vite dans des raisonnements suprémacistes et ouvertement racistes, notamment pro-colonial. S'il vous est récemment arrivé de traîner sur internet, vous serez dans un premier temps sûrement tombé sur un tas de mèmes Wojak, mais il y a toute une panoplie de ces mèmes caractérisés comme de la Doomer Wave. Là on a une parfaite combinaison entre sens et réalisation, parce que tout le sens de la Doomer Wave est de pleinement saisir l'inutilité et la superficialité dans le monde qui nous entoure, en se rendant compte de la finitude qui nous attend. Ça vient généralement avec tout un environnement qu'on associe à l'architecture brutaliste, l'incarnation même d'un traitement très peu organique et presque mathématique de l'être humain, ne prenant absolument pas en compte de l'humanité qui habite chacun d'entre nous. C'est une vision très terne et vide de tout espoir qui peut parvenir dans la vie de tout le monde à n'importe quel moment. Ce que j'entends par là, c'est que la vie est pleine de surprises et à tout moment, on pourrait avoir un événement qui vienne à nous sortir de ce genre de pensée. Donc vraiment, gardez espoir. On n'est jamais très loin de saisir cette idée qui, objectivement, semble être vraie. Je vous recommande vraiment de soigner vos pensées. Elles sont destructrices, dépendant de notre approche à celle-ci. Si vous venez tout de même à vous heurter de plein fouet à ce genre d'idée, lisez Nietzsche. On a tendance à lui attribuer un nihilisme qu'il ne prône même pas, puisque lui accepte totalement cette idée profonde de vide, vous donnera une réponse positive qui vous encouragera sans aucun doute. La volonté de puissance, c'est un remède à ça. Si là on a déjà flirté avec des thèmes et des sujets assez sombres et violents, là c'est le moment de la vidéo où les premiers avertissements vont commencer à se faire. On va traiter d'esthétique effrayante, dégueulasse, ou avec tout un sens absolument cauchemardesque et troublant. Je tiens à faire un avertissement que je n'avais pas fait jusqu'ici, et si je traite d'un sujet, c'est nullement le glorifiant. Je suis un simple médiateur, et je ne tiens absolument pas à rendre certaines esthétiques cool. Il y en a un tas qui mériteraient même pas d'exister, et ça me fascine vraiment qu'elles puissent avoir une quelconque fanbase, vous verrez desquelles je parle. En attendant, passons au tier 4, en commençant avec... Alors celui-là pour le coup j'aurais possiblement et j'aurais sûrement d'ailleurs dû le mettre dans un tiers en dessous. Alors j'en suis certain maintenant, oui l'esthétique aurait dû être dans des tiers bien inférieurs, excusez-moi, sincèrement. Mais en tout cas oui, le nom le dit, le cultcore, ça se base sur les sectes et ça en vient presque à de la romantisation, ce qui évidemment ne devrait absolument pas être le cas quand on connaît un minimum le sujet. L'imagerie est parfois gore et souvent en rapport avec des environnements spécifiques qui pourraient s'apparenter à des lieux de rite, malheureusement comme des églises. Ça m'attriste un peu d'ailleurs qu'elles soient utilisées à cet escient. Ou encore des maisons, des petites communes reclus, tout en ayant des personnes qui, si présentes sur les photos de l'esthétique, sont habillées de la même manière avec un style habituellement associé aux sectes avec de longues robes par exemple. Le but avec cette esthétique, c'est de mettre sur un piédestal le contrôle mental, l'abus psychologique et une espèce de volonté de corruption qui se retranscrivrait à travers les croyances en des idées fausses ou dommageables comme l'inculquent les sectes. C'est une esthétique critiquable au possible. J'y vois absolument aucune beauté ou aucun attrait. C'est de la dépravation et ça s'arrête à ça. Kimoi en japonais ça veut dire dégueulasse, et si dans les grandes lignes c'est assez semblable à d'autres esthétiques vues jusqu'ici, ce qui la différencie c'est qu'elle est volontairement gore. Pas gore dans un sens traditionnel, mais davantage bordélique. En gros la Kimoi-core c'est décrit comme une esthétique mélangeant des animes et Silent Hill pour créer des images volontairement psychédéliques, dénuées de toute logique et aux conceptions incompréhensibles. C'est souvent associé à des troubles comme la paranoïa, des troubles de l'humeur, et ça adore utiliser tout un tas de couleurs vives qui contrastent avec l'horreur de ce qui nous est montré à l'écran et qui surtout nous rappellerait par ces explosions de couleurs un semblant de délire psychotique ou paranoïaque.
Alors celle-là a un concept super intéressant, bien que dérangeant, au niveau du concept comme au niveau de sa réalisation. C'est très atypique, et je me servirai mot pour mot du wiki pour expliquer ces symbolismes, car c'est super bien expliqué. Ça nous raconte presque une histoire dépictant notre propre individu, dans des environnements cauchemardesques, en proie à deux choses. La première est induite par la deuxième. La perte de soi, induite par une force invisible qui a constamment emprise sur nous. C'est une pensée que je trouve profondément dérangeante, qu'une espèce d'entité nous suive et nous dirige de la pire des façons. Voici donc, selon le wiki, toute l'explication du symbolisme derrière cette esthétique. Les images statiques et scintillantes témoignent d'une certaine forme de corruption. Les yeux sont également présents au sein de ce thème car ils sont souvent considérés comme la fenêtre de l'âme. La corruption de l'âme humaine peut conduire à considérer les yeux comme un ennemi. Les tourbillons et les rayures suivent le même principe de confusion. Les tourbillons représentant l'étourdissement et les rayures, la colère et le désir de s'éloigner de quelque chose. La combinaison de ces deux éléments donne une impression de colère mêlée à de la confusion. Le noir, le rouge ainsi que le gris sont des couleurs courantes. Le noir représente l'obscurité et la corruption. Le rouge représente la colère et le sang. Quant au gris, il représente la solitude et la tristesse. Les couteaux expriment le désir de se protéger d'une réalité que l'on craint, même si elle naît à l'intérieur de soi. Les cadres photos vides représentent la corruption de l'image de soi-même. Vous ne serez plus comme avant, et vous ne pourrez plus revenir en arrière non plus. Les mains représentent la corruption, l'esprit de cette force maléfique qui prend quelque chose et le détruit, le corrompt jusqu'à ce qu'il n'en reste rien. Les ombres représentent l'opposé de ce que vous êtes. L'utilisation des ombres montre la distorsion du concept de soi. Les endroits brumeux au vide représentent la confusion, la solitude et la lourdeur de ce sentiment de corruption. Ça fait mal, vous êtes seul, et personne ne peut voir comme vous voyez. Vous êtes seul dans cette lutte. Personne ne viendra vous sauver. C'est cauchemardesque, mais je trouve ça génial comme idée. Et je pense que de tout l'iceberg, avec une qui viendra dans 2/3, c'est ma préférée. La rêve-corps, ça me rappelle terriblement l'esthétique de certains jeux Flash super bizarres et gore qu'il pouvait y avoir à l'époque sur Absolu Flash. Si elle se retrouve aussi bas malgré le fait qu'au final c'est que des espèces de stickmen qui se battent et s'éventrent, c'est que premièrement ça reste assez gore, mais aussi j'allie ça à toute l'esthétique des jeux Flash qui pouvaient vraiment être dérangeants à l'époque et qui aujourd'hui encore ont une influence et une espèce d'aura un peu perturbante, même malgré notre âge qui est bien plus avancé. Il y a absolument aucun sens derrière cette dernière, aucune couche de compréhension, c'est de la brutalité pour n'être que de la brutalité, comme c'était le cas pour la hatecore. En somme, c'est assez nul et inintéressant. Vous connaissez Don't Hug Me I'm Scared? Vous connaissez Mandela Catalogue? Vous connaissez This House Has People in It? Tout ça, c'est de la digital horror. Bon, on peut évidemment pas placer toutes les créations artistiques reliées à internet au sein de la digital horror, ce serait trop simple. Non, la digital horror, tout en étant un terme parapluie, possède des critères assez définissants. Par exemple, son utilisation d'images à faible résolution, des polices d'écriture spécifiques comme le Comic Sans par exemple, ou même encore l'utilisation de vieux logiciels d'enregistrement et de montage. Mais y a pas que des web-séries, non, y a même des creepypastas comme celle de Ben Drown qui se narre sur Majora's Mask où un étudiant du nom de Jade Usable, après avoir acquéri une étrange cartouche de ce même jeu, sera tourmenté pendant une longue semaine par une espèce d'entité omnisciente au sein du même jeu, appelée Ben. Et il y a encore un tas d'autres trucs super connus comme Sad Satan dont j'avais brièvement traité dans une vidéo, ou MyHouse.wad, même le projet Blair Witch. C'est un regroupement bordélique de tout ce que notre génération trouve d'horrifique, relié de près ou de loin à des caméras, des diffusions et d'autres médias audiovisuels. On entre dans un tiers qui se situe vraiment entre le moins pire du pire et le pire du pire. Je sais pas si c'est compréhensible, mais après ce tiers, tous les sujets, si ce n'est pour un ou deux d'entre eux, auront cette petite icône issue évidemment du Mandela Catalogue qui s'affichera et qui servira d'avertissement. Il ne nous en manque plus que 3, et la dépravation des esthétiques d'internet ne fait que de croître. Préparez-vous pour traiter de sujets pleinement dérangeants et répugnants. Vraiment, il y a une entrée qui va arriver dans ce tiers qui me dégoûte. Je tiens de nouveau à rappeler que le but c'est pas de glorifier les esthétiques dont je traite, surtout dans ces tiers inférieurs. Incel, c'est un terme qui s'est fortement démocratisé et popularisé, à tel point qu'aujourd'hui on l'utilise à tout bout de champ pour parler de tout et de n'importe qui. Ça me rappelle vraiment le terme facho qu'on a tendance à aussi à balancer à toute opinion qui va à l'encontre de la nôtre. Cependant, les incels, du moins, ceux qui s'autoproclament comme étant des incels, c'est un truc moralement et humainement composé d'attributs dégueulasse. Un petit rappel pour ceux qui ont oublié ou qui ne savent pas, incel signifie involuntary celibate, soit célibat involontaire, et désigne plus vastement des membres d'une communauté sur internet d'hommes qui se sont auto-persuadés que pour une raison X ou Y, généralement liée à leur physique ou à des problématiques sociétales, ils ne pourront jamais de leur vie attirer ne serait-ce qu'une seule femme. Bon, autant vous dire que de penser de cette façon, c'est d'une utilité desserviable et surtout c'est dommageant pour votre psyché, qui évidemment va s'auto-convaincre de votre incapacité séductrice. Si on associe à ça d'autres troubles qui sont soit la cause
cause de ses pensées ou simplement des conséquences, c'est des individus profondément dégueulasses parce qu'au-delà de garder ses pensées pour eux, ils les projettent sur des innocents. Et on a tous conscience de nombreux attentats commis par ces communautés, généralement envers les femmes, puisque c'est à elles de s'offrir à eux, et pas à eux d'assumer leur rôle d'homme et de potentiellement essayer de faire le premier pas. Mais c'est aussi dirigé vers les hommes, certes moins, mais dans le cas où c'est ciblé vers les hommes, c'est sur ceux qui réussissent avec la jante féminine, là où les incels ne réussissent pas. C'est des gens en soi purement déterministes et fatalistes qui ne jurent que par l'inné, sans prendre en compte l'acquis. C'est super important de prendre en compte l'inné, évidemment, puisqu'il est ce qui dirigera le futur acquis. Cependant, l'un ne va pas sans l'autre. Et ça, c'est toute une esthétique qui est née sur internet depuis que l'individualisation et la solitude sont des phénomènes croissants. Certes, maintenant, malheureusement très connu Elliot Rodgers s'est revendiqué comme le premier incel et comme la cause de tout le mouvement. C'est en revanche, en soi, un phénomène aussi vieux que l'apparition d'internet, qui n'avait jusque-là pas d'étiquette qui lui était attribuée. Je sais pas comment me sentir vis-à-vis de cette esthétique traitant de l'univers de la drogue. Et ce parce que même si j'ai une sérieuse répulsion vis-à-vis des drogues, de ce que j'ai lu, c'est surtout des espèces d'espaces d'entraide entre des addicts. Et ça, c'est de ce que j'ai lu. Dans le cas concret, je pense sincèrement que ça revient à la glorification de la drogue, ce qui est absolument stupide et horrible. Je dis ça parce que je pense que dans l'application, les addicts ne traînant qu'entre addicts risquent évidemment de ne pas sortir de ce cercle infernal où les drogues et la volonté d'être défoncés sont vues comme des maximes. Y a rien de cool à trouver cette esthétique cool. Elle est honnêtement juste dangereuse et méprisable. Vous connaissez le syndrome de Diogène? C'est un trouble comportemental qui prend goût à l'accumulation excessive d'objets inutiles et d'objets en général dans des espaces confinés, accompagné à ça une visible vie sociale inexistante et un manque d'hygiène non pas seulement matériel, mais aussi corporel. Si ce syndrome devait être traduit en esthétique, c'est la rotcore. Rot signifiant littéralement pourriture. Donc ouais, ça met en avant des trucs comme la pourriture de nourriture variée, des éléments reliés à la mort comme des cadavres où croulent des vers et tout type d'insectes, des maisons abandonnées et pourries, bref la saleté et le cynisme en personne. Par rapport à cette esthétique d'ailleurs, j'ai une petite histoire à raconter. J'ai une fois fait un urbex dans une usine, globalement tout était défoncé quand il s'agissait des usines à proprement parler, mais il y avait sur le site une grande maison. J'ai encore aujourd'hui du mal à comprendre quelle était son utilité, mais en tout cas elle était énorme, se profilant sur 4 étages ou possiblement même plus. Ça faisait un peu trop sombre et on parvenait pas à voir au-delà de ce 4e étage. Le premier étage était en ruine et vide. Le deuxième par contre comportait un tas de trucs et surtout 2 chambres aménagées. L'une en ordre pour le standard du dégueulasse, même s'il y avait de la pisse sur les 2 matelas, que la pièce était plongée dans le noir et que tout type de substances et d'objets suspects jonchaient le sol. La deuxième chambre aménagée était tout bonnement un recueil de tout type de vêtements dans un bordel monstre. C'était répugnant. Et je vous jure que d'un point de vue externe, on peut se dire que l'esthétique a l'air certes dégueulasse, mais cool. C'est pas le cas sur les lieux. C'est répugnant, tout comme elle veut essentiellement l'être. Dans la transition entre ce tiers et le précédent, j'avais cité une esthétique qui me dégoûtait un max, et la voici. Je sais même pas quoi dire. La viande c'est délicieux, mais bordel, c'est quoi cette putain de merde? Mettre de la viande dans des dispositions qui ne lui sont pas adaptées comme des boîtes de chocolat, je trouve ça abominable et super troublant. Ça fait vraiment grincer des dents. Alors c'est surprenant, il y a toute une philosophie derrière cette esthétique. Quand je vais vous en parler dans un instant, vous allez pas y croire. Alors, la midcore, ça traiterait donc de la face sombre de l'humain, nous rappelant ce désir inné vers le morbide et la chair, l'absurdité de l'existence qui en voyant de la midcore nous fait réaliser qu'au final, on n'est que de la chair et un amas de cette dernière créé avec une certaine apparence, non loin de ce qu'on voit en barquette. Le mouvement body positivity, puisque justement on est tous que des amas de viande, et même le féminisme avec l'analogie entre la place de la femme dans nos sociétés et les barquettes de viande à notre disposition dans les supermarchés. Mon avis c'est que toute cette philosophication, c'est poubelle. Il y a 1001 façons plus artistiques et sensées d'exprimer ce genre de sujet qu'en usant de la putain de midcore. C'était le tiers le plus court jusqu'à présent, ne comptant que 4 entrées. Mais il y en a un, le dernier, n'en comptant que 3. Et c'est le pire de ce que j'ai pu trouver. Là, comme je l'ai dit, 90% des derniers sujets vont prendre des avertissements, soit pour leur imagerie vraiment dégueulasse, soit pour leur message tout aussi dégueulasse. Débutons par le plus haut degré de pessimisme trouvable sur internet. On a encore, en tout, 8 entrées à faire. La Doomer Wave c'était déjà quelque chose de négatif et j'avais déjà parlé brièvement des dangers du sujet. Mais là, vraiment, abstenez-vous si votre état mental n'est pas au top et que vos questionnements sont trop nombreux de regarder cette entrée ou de regarder des images liées à la Voidcore. Plutôt. La Voidcore c'est simple, c'est l'acceptation de l'absolu vide abyssal qu'en vérité sont nos existences. C'est le plus haut degré de pessimisme traitant de sujets comme la mort, la dépression, puisqu'essentiellement reconnaissant que la mort nous guette à tout instant, que si nous mourons demain ou aujourd'hui, ça ne changera rien, puisque tout est voué à disparaître dans tous les cas. Le genre saisit la finitude et l'exacerbe, usant d'images vides,
insensé, souvent très sombre et avec des textes cryptiques au possible, et une certaine récurrence comme avec beaucoup d'autres entrées, la perversion de médias prévus aux enfants initialement. Bon, ça c'est la seule entrée de tout le reste, je pense, qui n'aura pas d'avertissement. Mais si j'ai mis l'analogue horreur aussi bas, c'est parce que je trouve que c'est l'horreur la plus terrifiante qui soit. Mais tout le genre est terrifiant. Que ce soit les effets sonores, les visuels, c'est une usine à cauchemars. Et plus j'explore le genre, plus je le trouve terrifiant, parce que j'ai l'impression qu'on peut absolument tout réaliser en usant de cette esthétique, et rendre des trucs visiblement bof, en termes d'horreur terrifiants. Des putains de dinosaures en analogue horror, c'est devenu une vraie vision d'horreur. Ce qui caractérise le genre, c'est ses effets visuels avec une forte quantité de grains, des effets glitchés, de la statique, souvent mettant en scène son histoire avec des pubs ou des diffusions télévisuelles, accompagnées d'un code couleur relatif à des teintes assez sombres, des distorsions corporelles dans tous les sens et des expressions surréelles. C'est absolument génial, et le nombre de web-séries d'analogue horror dont j'ai prévu de parler est assez faramineux. Et j'en ai vraiment marre d'attendre pour vous en parler de quelques-unes. C'est simple, j'y croyais même pas quand je suis tombé dessus. Et du coup, évidemment, vous l'aurez deviné au nom, mais j'ai pas trop pouvoir vous illustrer de ce dont je parle. Je vous laisse faire avec votre imagination. Dans le genre, je pensais que la midcore c'était les bas-fonds, mais apparemment non, parce que c'est cool de glorifier des trucs comme le cannibalisme. Alors là, de nouveau, j'ai l'impression que se dresse le même schéma que pour la midcore. C'est des gens qui essayent tant bien que mal de nous faire croire à une espèce de métaphore super philosophique, avec l'amour passionnel et la consommation de l'autre dans un sens relationnel et de nouveau métaphorique. Mais bon, au vu de l'imagerie, c'est je trouve juste un énorme recueil à personnes pas forcément super bien dans leur tête, bien que pour le coup je perçoive les métaphores et leur sens parfois, et je mets l'accent sur le parfois profond. Ce que j'aime aussi moins, c'est quand l'esthétique essaie de pervertir des notions comme l'amour biblique entre une femme et un homme, où il est dit que l'homme quittera ses parents pour ne faire qu'une chair avec sa femme. Si la cannibalcore se rapporte à ce genre de métaphore, j'ai aucun problème, puisque c'est l'expression même d'un amour le plus dévoué. Autrement, et dans les dérives qu'elle prend parfois, même s'il y a sûrement un tas de trolls, non ça ira. Érotisme grotesque incompréhensible, c'est comme ça qu'on traduirait littéralement le nom du genre. Et comment dire, s'il y a certains trucs considérés comme de l'éroguro à l'image de certaines œuvres de Junji Ito qui utilisent les caractéristiques du genre et qui sont juste géniales, c'est-à-dire du grotesque, des mutilations, des distorsions corporelles et généralement des déformations en tout genre, je veux dire pour les caractéristiques du style, bon et bien là aussi je vais pas pouvoir ajouter grand chose. C'est globalement vachement dégueulasse ce que j'ai vu. Je suis tombé sur des trucs absolument atroces et j'ai pas forcément envie de vous montrer. De nouveau, usez de votre imagination. Et en toute honnêteté, au vu des films que j'ai vus, enfin des extraits du moins, j'aurais peut-être même dû le mettre dans le dernier tiers, parce que c'est vraiment perché et simplement tellement graphique et moralement répréhensible. Ouais. C'est souvent utilisé en revanche pour faire de la merde et dépeindre, comme dans le film Midori, des choses absolument horribles et inutiles. Midori, j'en traiterai pas, c'est peu intéressant et assez connu. Il y avait tout un challenge d'ailleurs à l'époque sur TikTok et sur YouTube il me semble. Mais en gros, on suit une fille qui a intégré un espèce de cirque bizarre, qui se fait violer de multiples fois tout au sein de l'œuvre et qui subit des sorts atroces. Comme je l'ai dit, je fais l'exception pour Junji Ito qui est absolument génial et qui utilise brillamment le style. Mais autrement, ça sert surtout à créer des œuvres comme Midori, des œuvres qui n'ont aucun sens, et vraiment, il n'y a aucun intérêt à ce genre de films. Ces films sont d'ailleurs profondément dérangés. Je vais probablement me mettre des gens à dos maintenant, mais pour moi, ça me rappelle toute une pléthore d'autres mangas qui, franchement, parfois, sont un peu trop acceptés, genre Berserk. Dans le sens où Berserk, c'est super cool, si ce n'est pour les 25 différentes scènes où Casca se fait violer ou passe à deux doigts de se faire violer. On n'en entend pas assez parler de ça, mais faudrait souligner que c'est pas normal, surtout quand les mises en scène sont étranges. Alors en soi, il n'y a rien de super choquant d'un point de vue purement superficiel, quand on parle de Joji Fuku. Il y en a un quand on creuse juste en dessous de cette superficialité. Alors, je tiens à avertir que ce sujet va traiter de pédophilie. Vous êtes mis en garde. Joji Fuku, soit de vêtements féminins, c'est toute une mode issue du Japon qui fait référence à ces femmes qui s'habillent d'une façon très enfantine. Alors je disais qu'il n'y avait pas de problème dans sa superficialité. Par contre, il y en a un quand cette esthétique permet de révéler un tas de personnes ayant de forts penchants vers des personnes mineures. Et en fait, c'est un tas de gens qui se rassurent en se disant que c'est des adultes dans les vêtements, tout en s'imaginant bien terrés dans leurs esprits, des mineurs dans ces mêmes vêtements. Et ça me rappelle un petit peu la communauté manga quand il s'agit de parler de certains personnages. Bon bah là je tiens à vous prévenir d'avance de ce dont on va traiter, parce que les trois sujets traitent de même thème atroce. C'est simple, là on va traiter de nouveau de pédophilie, d'inceste, de viol et de trauma en tout genre. Il est temps de passer aux trois dernières entrées.
Alors de base, j'avais eu envie de faire une vidéo sur la Dreamcore, l'autre sur la Weirdcore, et celles-ci ont été faites. Mais la dernière de la trilogie devait porter sur la Traumacore, avant que je me rende compte de l'extrême des messages, et ça paraissait assez explicite, mais vraiment je pensais pas que c'était à ce point. Et je pense que j'ai bien fait de ne pas sortir la vidéo. La Traumacore c'est simple, c'est une esthétique souvent reliée à l'enfance, avec des photos de famille, des jouets, des récurrences de dessins animés comme Hello Kitty, tout ce qui pourrait donc se rapporter à l'enfance. Et si l'esthétique emprunte pas de code ou couleur spécifique, mais plutôt des éléments, elle emprunte un autre truc qui jusqu'ici a été assez peu utilisé. Le texte. Souvent, en gros, vous aurez une image avec les caractéristiques citées précédemment qui semblent anodines, quasi nostalgiques, avant qu'on en vienne à lire le texte, qui traite très souvent d'abus sexuels, de violences en tout genre, et d'images que les individus qui créent ces posts ne pourront jamais oublier. Il y a forcément beaucoup de controverses autour de cette esthétique, puisqu'elle revient pour certains à la mise en avant de traumas, pour d'autres, au contraire, c'est une façon d'exprimer et d'expier ce qui pèse des tonnes sur la conscience d'un être humain. Je suis pas persuadé que l'esthétique soit très saine. À la limite, il y a un espèce de sentiment de solidarité qui peut se créer, mais c'est un peu tout. Parfois, ça peut aussi se transformer en spirale, de laquelle certains utilisateurs ne semblent plus pouvoir sortir. C'est triste à voir, et je ne vous souhaite absolument pas de finir sur ces communautés, du moins celles qui prennent un mauvais tournant. Bien qu'en soit, je n'ai pas grand-chose contre elles. Alors oui, c'est considéré comme une esthétique, mais surtout c'est je pense l'entrée qui moi me dérange le plus. J'y consacrerai un jour une vidéo parce que c'est un sujet fascinant dans le pire des sens. L'Elsagate, pour citer Wikipédia, c'est une controverse autour des vidéos sur YouTube et YouTube Kids qui étaient cataloguées comme adaptées aux enfants, mais qui contenaient des thèmes inacceptables pour les enfants. Ces vidéos mettent souvent en scène des personnages fictifs issus de médias orientés tout public, parfois par le biais de crossover, utilisés sans autorisation légale évidemment. Le terme lui-même est une combinaison d'Elsa, un personnage du film Frozen, connu pour apparaître fréquemment dans de telles vidéos, et de Gate, un suffixe pour les scandales. En gros, ça met en scène un tas de fétichismes que je vais juste afficher à l'écran, le but étant apparemment de désensibiliser la jeunesse pour instaurer une sorte de norme dans des pratiques sexuelles qui sont absolument répugnantes et pas acceptables. Évidemment, tout ça, ça passe de nouveau par cette pratique assez récurrente de perversion de la jeunesse, et ça se ramènerait quasiment à de l'endoctrinement. C'est une théorie qui est assez floue cependant, et comme je l'avais dit, je compte faire une vidéo sur le sujet, où j'étayerai absolument toutes les théories qui sont présentes sur l'Elsagate. Bon, on n'est pas sans dire que du coup ça a causé un énorme scandale, parce que c'est juste surréel ce qui s'y passait, et surtout que ça a duré tellement longtemps avant que le sujet ne soit adressé. On peut passer au pire de ce que j'ai pu trouver. Et je pourrais de nouveau pas montrer de photos puisqu'elles sont toutes super sexualisées. Alors, la Farmer's Daughter d'aspect, ça ressemble un peu à la cottagecore dont il avait été question bien plus tôt dans l'iceberg, sauf que là il y a un accent qui est mis sur la fille d'un fermier fictif, ferme issue des parties très rurales des États-Unis, l'archétype parfait de cette esthétique étant Pearl, dans Pearl du coup, un film que je vous recommande vivement. Cependant, j'ai trouvé des trucs assez atroces dans des dérives qui y sont associées, découlant de pratiques des gens de la ruralité des États-Unis, soi-disant. Il est au sein du genre, donc sous-entendu l'inceste, et des abus physiques en tout genre. Alors je suis pas une fille, donc je comprends pas l'attrait massif qu'il y a sur TikTok et Pinterest envers cet archétype particulier, mais sous-jacent à ça, bah il y aurait ces thèmes-là dont il est question aussi. Il y a un tas d'autres esthétiques dont j'aurais pu traiter, mais honnêtement j'y vois pas l'intérêt. Beaucoup d'entre elles tournent en rond, sont très similaires à celles présentes dans cet iceberg. J'aimerais beaucoup voir de nouvelles esthétiques faire leur apparition sur internet, mais j'ai l'impression qu'on fait peu à peu le tour et que l'important, à l'image de l'automate, c'est surtout de renouveler des éléments plus anciens. Se réinventer sur internet, ça devient de plus en plus difficile, donc je me dis que certaines esthétiques sont clairement nées par manque d'inspiration, ou pour donner un nom à des phénomènes esthétiques déjà existants au préalable. C'est la première vidéo que je fais avec ce format. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je le trouve très cool, je veux dire le format, même s'il permet pas de creuser les sujets dans leurs détails les plus absolus. Ici le but c'était de vous faire découvrir, et il y a un tas de sujets qui ne méritent pas une vidéo dédiée ou simplement qui n'ont pas assez de matériel pour une vidéo dédiée, et par le biais de ce format, j'ai su les adresser. Je pense à la Voidcore ou à la Dark Errorcore par exemple, qui m'intéressent mais qui ne sont pas pour autant aussi chargés en contenu. Voilà, c'était mon iceberg des esthétiques en majorité d'internet. N'hésitez pas à suggérer des ajouts dans les commentaires, je les lirai tous. Passez une très bonne journée.